Je suis né à Millau, une petite ville du sud de la France, qui est située dans un territoire très particulier qu'on appelle les Grands Causses. Et je voudrais au départ insister sur ce point, c'est cette question de l'ancrage spatial, dans la mesure où ça a joué un grand rôle dans toute mon évolution intellectuelle. C'est de là dont est originaire ma famille, et c'est là où j'ai toujours une maison familiale dans laquelle je reviens régulièrement. Ce qui fait de moi peut-être un être double, dans la mesure où il y a effectivement cet attachement à un lieu particulier auquel je suis extrêmement lié, qui est un attachement d'ailleurs essentiellement fondé sur le paysage, dans la mesure où c'est un lieu qui est très caractéristique par ses formes. Ce sont des grands plateaux calcaires, entaillés de gorges profondes, au fond desquelles coulent des rivières translucides. Et donc, il y a là une beauté formelle à laquelle j'ai toujours été sensible, notamment à travers les chaos de rochers runiformes. D'ailleurs, il y a tout près de Millau un lieu qui est très évocateur de cela et qui s'appelle justement Montpellier-le-Vieux, parce que cela évoque une cité en ruine. Donc il y a ce lien avec le lieu, et puis il y a bien sûr aussi en moi cette attirance pour l'ailleurs. Donc ce balancement perpétuel entre l'attachement au lieu et le goût de l'ailleurs et le goût de l'autre. Donc j'ai en fait passé une bonne partie de ma vie dans ce balancement. Au départ, mes parents sont des expatriés, c'est-à-dire que très jeunes, ils ont été obligés de partir justement de Millau pour aller trouver du travail. Ils étaient tous les deux enseignants. Il n'y avait pas de poste sur place, donc ils ont trouvé du travail d'enseignants dans la région parisienne. Donc ils sont partis tous les deux dans la région parisienne. J'ai été un temps avec eux, puis un autre temps, je suis resté avec ma grand-mère à Millau, où j'ai fini mon école maternelle et où j'ai commencé mon école primaire. Et puis pour terminer, je les ai rejoints à Paris. Paris où j'ai continué l'école primaire. Paris qui constitue pour moi une expérience un petit peu, je dirais pas douloureuse, mais un petit peu difficile, dans la mesure où d'un seul coup, je me suis retrouvé en cage, dans un appartement. Et avec cette volonté de retrouver finalement la liberté de ces espaces du sud de la France que j'avais quittés. Puis ensuite, ils ont déménagé vers la banlieue parisienne. Et là, donc, j'ai continué ma scolarité, d'abord à l'école primaire et ensuite dans un lycée tout proche d'Argenteuil, là où ils étaient, le lycée d'Anguien, où j'ai continué ma scolarité. Et puis, je dois dire que ce besoin, cette envie d'ailleurs ne m'avait pas quitté. Et à un certain moment, mes parents, qui devaient également partager cette envie, ont décidé de demander leur mutation à Dakar. Et là, donc, j'étais à l'époque en quatrième. Ils sont partis donc vers le Sénégal. Et je les ai bien sûr suivis. Et pour moi, ça a été une période extrêmement importante. Cette enfance et cette adolescence passée à Dakar, dans la mesure où ça m'a vraiment conforté avec une société, une culture autre, à laquelle j'ai été très, très sensible. Je dirais que j'ai eu beaucoup de contacts à ce moment-là, dans ce milieu de Dakar, avec lequel, bien sûr, par rapport auquel j'étais partie prenante. Mes réseaux d'amitié sont allés dans diverses directions. Nous avions formé un trio, je me rappelle, avec
deux autres lycéens, l'un libanais, parce que la communauté libano-syrienne était très importante à Dakar, et puis un autre antillais, parce que là aussi, les Antillais étaient nombreux au Sénégal à l'époque. Donc il y avait ça, il y avait bien sûr aussi des amis sénégalais, et je dois dire que j'ai gardé de cette époque une sorte d'antiracisme spontané. D'ailleurs, je dis ça avec émotion parce que ça a été vraiment pour moi un événement fondateur. Et cela m'a également permis, à l'époque, de trouver des éléments qui vont constituer des premiers jalons d'une quête intellectuelle. Il se trouve qu'à l'époque, au Sénégal, bon alors là nous sommes tout début des années 1960, arrivait donc sur les rivages du pays une musique qui venait d'outre-Atlantique. C'était la musique afro-cubaine. La musique afro-cubaine qui avait énormément de succès à l'époque. Et d'ailleurs, c'est aussi le temps des indépendances, puisque j'ai vécu l'indépendance du Sénégal, j'ai assisté à la descente, à la dernière descente du drapeau français et à la première montée du drapeau du Mali, puisqu'à l'époque c'était la Fédération du Mali. Malheureusement, l'idéogramme de l'homme debout tiré de l'iconographie Dogon était à l'envers, mauvais présage, et effectivement la Fédération du Mali n'a duré que très peu de temps. Et donc, à ce moment-là, donc le Sénégal et le Mali se sont séparés. Et donc, on est au début des années 60, avec l'arrivée dans ces lieux de cette musique. Et d'ailleurs, au moment des indépendances, il y a eu un grand air qui a eu beaucoup de succès à l'époque, si vous pouvez le retrouver, ce serait intéressant, qui s'appelait Indépendance Cha-Cha. Bon, donc on trouvait aussi beaucoup d'ailleurs d'air qui venaient du Congo, hein, la rumba congolaise par exemple. Et donc je me suis dit à ce moment-là, tiens, ça j'aimerais beaucoup un jour étudier la manière dont l'Afrique est allée vers l'Amérique et donc l'Amérique est revenue vers l'Afrique. Voilà. Donc j'ai passé mon bac à Dakar et je suis allé dans une classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bon, alors évidemment, la transition était dure. Hein, je me suis très très mal adapté en fait. J'étais interne au lycée Louis-le-Grand donc. Et bon, j'ai terminé cette année et j'ai décidé que ce n'était pas pour moi, que je ne pouvais pas continuer. J'aurais pu peut-être passer le concours de l'école normale supérieure, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis allé presque immédiatement donc à la Sorbonne. Et c'est à la Sorbonne donc que j'ai commencé des études d'histoire. Alors pourquoi l'histoire? Parce que là, c'est évidemment l'influence de mes parents. Je vais vraiment à l'époque le désir de faire de l'ethnologie, mais m'ont-ils dit, tu sais, c'est pas avec ça qu'on a un métier, il faut que tu passes un concours, et à ce moment-là, peut-être après tu pourras faire ce que tu veux, mais pour l'instant, il faut que tu prépares un concours. Avec donc en ligne de mire le concours de l'agrégation. Donc je me suis inscrit à la Sorbonne, j'ai commencé une licence d'histoire, et puis il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas véritablement d'études d'ethnologie en tant que telle, hein. Il y avait simplement un certificat d'ethnologie, c'est tout. Alors ce que j'ai fait par contre, c'est que lorsqu'il s'est agi, une fois que j'ai passé ma licence, lorsqu'il s'est agi de rédiger un mémoire, hein, à l'époque, il n'y avait pas encore la maîtrise, ça s'appelait le diplôme d'études supérieures, je me suis dit, je vais revenir vers l'Afrique. Et là, je suis allé trouver le professeur d'histoire africaine à la Sorbonne, Raymond Moni, et c'était quelqu'un que mes parents connaissaient parce qu'il avait été lui-même professeur à l'université à Dakar, et il m'a donc donné
un sujet de mémoire. Un sujet de mémoire sur un voyageur arabe qui est maintenant connu parce qu'il a été pas mal présenté à travers des œuvres littéraires, notamment celle d'Amin Malouf, un écrivain libanais, Léon l'Africain. Donc j'ai fait mon mémoire sur Léon l'Africain, la manière dont Léon l'Africain avait découvert et décrit le Sahara méridional et le pays des Noirs. Bon, travailler sur un texte, c'est pas facile. Hein. Je pense que j'étais peut-être pas tout à fait assez mûr intellectuellement pour en retirer tout ce que j'aurais pu en retirer. Bon, il se trouve que j'ai quand même fini ce mémoire et l'année suivante, j'ai passé l'agrégation donc d'histoire que j'ai réussi du premier coup. Il se trouve que bon, j'ai eu cette chance, mais avec cette chance, ça m'a également obligé en quelque sorte à travailler immédiatement. C'est-à-dire que j'ai été immédiatement précipité dans ce que j'appellerais la fosse au lion de l'enseignement secondaire. J'ai été nommé dans un lycée, non loin de Paris, fort heureusement, à Orléans. Et j'ai pu, à ce moment-là, continuer, bien sûr, à fréquenter un petit peu la scène intellectuelle parisienne, puisque je me suis inscrit à un séminaire d'un grand sociologue, anthropologue des Amériques noires, Roger Bastide. Et c'est à travers donc ce séminaire de Roger Bastide que j'ai commencé véritablement à m'approcher de l'ethnologie. Fréquentant ce séminaire de Roger Bastide, je me suis dit, voilà, je vais demander, dans le cadre de ce qui existait à l'époque, à savoir un service national en coopération, je vais essayer de demander le Brésil, pour partir au Brésil. Et justement, commencer à travailler sur ces thèmes que j'avais un petit peu derrière ma tête depuis le Sénégal. Comme la rentrée scolaire au Brésil est décalée par rapport à la France, j'ai commencé l'année scolaire dans le lycée d'Orléans où j'étais. Et puis, un jour, à l'époque, évidemment, il n'y avait absolument pas de portable ou quoi que ce soit, mon père reçoit un coup de téléphone du ministère des Affaires étrangères français, disant « Écoutez, votre fils a demandé à partir en coopération. Le Brésil, ça ne va pas être possible dans l'immédiat, mais par contre, on peut lui proposer tout de suite un poste au Cambodge. Il faut qu'il donne sa réponse dans 2 jours. » Donc on était au mois de janvier. Voyant cette proposition, je me suis dit, bon, il n'y a pas à hésiter, je vais partir. Donc j'ai accepté la proposition. Immédiatement, j'ai essayé de prendre contact avec le grand ethnologue de l'Asie du Sud-Est, Georges Condominas, avec lequel j'ai pu avoir un rendez-vous tout de suite. Avant de le voir, j'ai dévoré en l'espace d'une nuit son livre « L'exotique et quotidien ». Donc j'avais un petit peu des munitions avant de le retrouver. Et bon, j'ai discuté avec lui. Et le surlendemain, j'étais dans l'avion qui me conduisait vers le Cambodge. Et à l'époque, aller au Cambodge en avion, c'était un voyage long dans la mesure où c'était un voyage plein d'escales. D'abord Rome, Tel Aviv, Téhéran, Delhi, Bangkok et enfin à Phnom Penh. Et à Phnom Penh, donc, j'ai été nommé à la faculté des lettres de Phnom Penh. Bon, très vite, évidemment, j'ai été accueilli par toute une série de gens français qui étaient déjà là dans l'enseignement supérieur ou même des chercheurs au CNRS. Et avec une chercheuse au CNRS qui s'appelle Marie Martin, j'ai pu, dès mon arrivée, aller dans un lieu absolument extraordinaire, à savoir les temples d'Angkor. Bon, évidemment, les temples d'Angkor à l'époque, c'était absolument fabuleux dans la mesure où il n'y avait personne. Donc les visiter dans ces conditions, j'en ai un souvenir ému. Et je dois dire que j'ai une photographie prise
sur le parvis du temple d'Angkor Wat, où je suis seul avec un bonze. Et derrière, l'immensité du parvis. Et puis, je suis revenu au Cambodge en 2012. Je me suis mis au même endroit, la même photo, et derrière moi, il y a peut-être une foule de 1000 personnes. Voilà la différence qu'il pouvait y avoir entre ce moment-là et ce que cet endroit est devenu depuis. Bon, alors, en fait, ces premières semaines ont été tout à fait extraordinaires, mais très vite, je dirais que ça s'est gâté, dans la mesure où j'étais arrivé dans un royaume d'opérette avec le prince Norodom Sihanouk qui était à la tête de l'État et qui avait une politique neutraliste, hein, qui essayait de garder finalement un certain type de rapport avec les Viet Cong au Vietnam, et puis le fait de ne pas être lui-même engagé. D'ailleurs, c'était dans la droite ligne du célèbre discours que De Gaulle avait donné dans le stade de Phnom Penh en 1967, hein, le discours de Phnom Penh où il félicitait le Cambodge pour sa neutralité. Mais là, pour le coup, cette neutralité a été mise en mal parce qu'il y a eu un coup d'État pro-américain qui a obligé donc Sihanouk à partir. Et très vite, à partir de ce coup d'État, le pays a basculé dans la guerre. Le pays a basculé dans la guerre, ce qui fait qu'on a été coincé dans la ville, on ne pouvait pas tellement sortir, si ce n'est par l'avion. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, et parce que aussi les cours étaient très désorganisés, c'est que je suis devenu une sorte de voyageur permanent en Asie du Sud-Est. Donc Thaïlande, Vietnam, où j'ai connu évidemment l'occupation américaine, Philippines, Hong Kong, Macao, puis en revenant en France pour la première année, je me suis arrêté en revenant en Inde, non, d'abord au Sri Lanka, c'est ce qu'on appelait à l'époque Ceylan. Puis en revenant vers le Cambodge à la fin des vacances, je me suis arrêté donc en Inde. En Inde, je suis passé au Népal. Là, j'ai eu quelques expériences assez mémorables, hein, de découverte des hauts sommets. Puis je suis revenu par la Birmanie et la Thaïlande, revenu au Cambodge. Pendant ce temps, au Cambodge, je suis reparti. Alors là, c'était des voyages qui me faisaient partir du Cambodge, qui me faisaient y revenir. Je suis allé en Malaisie et surtout en Indonésie. En Indonésie, je me rappelle avoir pris le train à Jakarta, puis Jakarta, Yogyakarta, puis ensuite Bandung, etc. Et finalement Bali. Bali où nous sommes restés avec un ami un certain nombre de temps. J'ai eu également de très très belles expériences de terrain à Bali. Puis nous sommes revenus au Cambodge par le train, justement, en prenant le train à Singapour, de Singapour jusqu'à Bangkok. Voilà, et puis ensuite en revenant donc du Cambodge, parce que bon, j'aurais peut-être pu y rester, mais comme le pays était dans la guerre, ça ne me disait plus rien d'y rester. Je suis revenu en France, et en revenant en France, là encore, les escales permettaient de s'arrêter. Et je me suis arrêté à nouveau en Inde. Je suis allé à ce moment-là au Cachemire. Puis je suis passé en Afghanistan. Et en Afghanistan, donc, j'ai pu aller vers la célèbre vallée de Bamiyan et pour voir les Bouddhas de Bamiyan qui, à l'époque, évidemment, étaient dans toute leur splendeur. La vallée les lacs de Bandiamir, qui sont aujourd'hui totalement inaccessibles. Puis j'ai pu passer en Iran, donc Téhéran, Shiraz, Ispahan. Et je devais retrouver un ami en partant justement d'Ispahan.
Je devais retrouver un ami qui était lui-même un ingénieur pétrolier qui était là pour le coup, que j'avais connu au Cambodge et qui était là pour le coup au Koweït. Et donc je devais le retrouver au Koweït. Je suis parti disparant vers le Koweït, mais j'y suis resté quelques heures parce que je n'avais pas les papiers nécessaires pour y rester. Donc j'ai été remis dans l'avion qui m'a ramené en Iran. Voilà. Et pour le coup, je suis rentré en France à ce moment-là, après cet échec en quelque sorte de voyage. Et je me suis retrouvé donc en France. J'ai retrouvé un poste de professeur de lycée, hein, où là j'ai été nommé dans le sud de la France, dans une petite ville qui s'appelle Castelnaudary. Bon, j'habitais à l'époque à Montpellier, je faisais le trajet entre Montpellier et Castelnaudary. Et puis au bout du compte, finalement, j'avais, disons, la sensation de faire un petit peu du surplace, hein, dans un lycée. Je voulais à nouveau partir. Et il se trouve qu'il y a eu une place d'assistant à l'Université des Antilles-Guyane. J'ai donc postulé pour ce poste d'assistant à l'Université des Antilles-Guyane. Et ça n'a pas été sans mal, puisque ça n'a pas pu se faire la première année, ça s'est fait la deuxième année, et j'ai pu donc obtenir ce poste à l'Université Antilles-Guyane, et nous sommes donc partis vers les Caraïbes.